Il est l'heure du journal sur la télévision première. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de ce journal. Pour passer leurs vacances, certains élèves ont décidé de dompter les matières scientifiques. Une manière pour eux de se familiariser avec ces matières avant le début des cours dans quelques semaines. Comment conserver les fruits et légumes sur une longue durée? Le secret réside dans le séchage. La technique a été enseignée à des femmes productrices cette semaine. À découvrir dans ce journal. Et puis un peu de tourisme dans cette édition. Vous découvrirez un lieu précédemment mystique et ouvert maintenant au public qui pourra découvrir l'histoire des évêques. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Initiation aux matières scientifiques, c'est cette distraction peu commune qui a occupé certains élèves de 6e en terminale durant ces vacances scolaires. Ils ont suivi des cours pratiques en sciences physiques, chimie, mathématiques entre autres. Une idée des responsables du laboratoire pour élèves qui entend ainsi amener les apprenants dès le bas âge à dompter ces matières dites bêtes noires. Les précisions avec Rachel Aoukou. Juste un mois à ces élèves pour s'initier aux matières scientifiques. Grâce à ces connaissances, ils ont contribué à créer des objets techniques. Alban Palanga, 12 ans, élève en 5e, est capable de fabriquer une lampe torche. On a ajusté les bornes positives sur la même ligne et les bornes négatives aussi sur la même ligne. Et on a pris un fil pour les lier. Et on avait trouvé aussi un trou ici pour mettre les piles dedans. Et ici, on a trouvé aussi pour mettre l'interrupteur. Et c'est ça qui donne une lampe. L'univers des atomes n'est plus un mystère pour Boum François d'Assise, 14 ans, élève en première. Ce sont des liaisons rigides. Ce qu'on voit en gris et ce qu'on voit en blanc, ce sont des liaisons moules. Donc, les deux constituent une double liaison. Donc pour lire ça, là où il y a les doubles liaisons, de ce côté-là on commence et on nomme on numérote les atomes. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 2, 3 diméthyl, 1 chlorobenzène. Ils sont le fruit du laboratoire pour élèves qui, pendant un mois, les a initiés par la pratique aux matières scientifiques. Au cours de ces travaux, les élèves ont pu comprendre facilement les notions parce que c'était pratique. Ceux qui étaient en classe d'examen ont commencé par toucher à des sujets de BEPC, Bac 1 et Bac 2. Ceux qui sont en classe d'examen, grâce à ces notions apprises, ont réussi à fabriquer déjà un certain nombre de choses, dont la lampe de table que nous avons présentée. Le laboratoire a ouvert ses portes l'année passée et compte accompagner les élèves afin de renforcer leurs capacités dans les domaines scientifiques. Il nous est apparu que sur les 12 mois de l'année, que ce soit à l'école, avec le répétiteur à la maison ou même en cours de vacances, l'élève ne fait que la théorie, au point où après 7 années d'études secondaires, il n'est capable de rien, même pas une simple multiprise. Voilà qui nous amène, grâce à ce laboratoire, à ne faire que la pratique du concret avec l'élève pour lui permettre d'améliorer sa compréhension des notions scientifiques. Et nous avons eu déjà des avis favorables avec un certain nombre d'institutions qui acceptent que les élèves, après les travaux pratiques au laboratoire, aillent visiter de façon concrète ce qui se fait sur le terrain. Le laboratoire pour élèves est le seul de ce genre en Afrique francophone. Son ambition est de former les élèves dès le bas âge afin qu'ils puissent s'orienter facilement dans les filières scientifiques, un secteur très prometteur aujourd'hui. Et les jeunes entrepreneurs, eux aussi, sont appelés à acquérir de bonnes bases dès la création de leurs entreprises. Et cela est possible grâce au rendez-vous mensuel du jeudi JOSE, piloté par le Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ. Et ce mois, ils ont découvert la confiance en soi, gage d'un entrepreneuriat réussi. Les précisions avec Sonia Aminipou.
De nos jours, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais ils sont très peu à réellement concrétiser leurs rêves. Et pour cause, le manque de confiance en soi. Pour ce rendez-vous de jeudi rose, ces jeunes entrepreneurs sont donc à la recherche de cet élément vital nécessaire à la réussite de leurs entreprises. En écoutant la confiance en soi, ça vient juste pour me donner la force de ce que nous avons déjà commencé en tant qu'entrepreneur. Parce que quand tu ne crois pas en toi, tu ne peux même pas décider un jour de te mettre dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un sentiment de joie pour moi de pouvoir renforcer cette capacité que j'ai déjà développée. Le capital, c'est soi-même. Il faut avoir confiance en soi-même pour pouvoir évoluer. Nous avons aussi appris que les riches du monde, de ce monde, ne sont pas partis de beaucoup de fonds. Ils sont partis d'abord de la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Une chose que je retiens le plus, qui m'a le plus touché, c'est qu'il ne faut pas entreprendre parce qu'il faut entreprendre. Il ne faut pas entreprendre parce qu'on veut un pain, on veut du pain pour subvenir à nos besoins, mais il faut entreprendre par rapport à ton désir. Ce que tu aimes, tu le fais. Et en le faisant, le retour viendra. Une chose est de créer son produit, mais une autre est de convaincre le client à l'acheter. C'est ce à quoi répond cette formation qui doit aider les jeunes entrepreneurs à se positionner sur le marché. Ce n'est pas forcément quelque chose que nous tous nous développons, la confiance en nous. Mais nous avons toujours l'opportunité de la développer. Et nous avons échangé quelques astuces, et effectivement pendant la rencontre, de comment commencer cette aventure-là, de se renforcer de la confiance en soi. Sans cette confiance en soi, il est difficile d'être entrepreneur et de réussir. Quand tu ne crois pas en toi, comme je l'ai dit, tu ne vas pas croire en ton produit, tu ne pourras pas le faire acheter parce que les gens achètent la confiance quand ils achètent ton produit d'abord. À l'heure où la concurrence devient de plus en plus rude, il est important que ces créateurs de richesse s'arment de ce talent afin de valoriser leurs produits. Après Lomé, la commune de Kara enregistre une nouvelle vague de volontaires d'engagement citoyen. Ces volontaires ont pour mission de mener des opérations de salubrité publique dans les quartiers en vue de maintenir l'environnement propre. Et avant de commencer cette mission, ils ont prêté serment. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Ils ont prêté serment d'accomplir convenablement leurs tâches aux côtés des responsables en charge de l'assainissement dans la ville de Kara. Les 260 VEC, volontaires d'engagement citoyen, prennent ainsi fonction. Le volontariat d'engagement citoyen ne concerne que les jeunes déscolarisés en quête d'emploi pour une durée de 3 mois. Il constitue une extension du programme national de volontariat initié par le gouvernement pour faciliter l'emploi des jeunes diplômés. C'est un protocole qui est respecté pour permettre à ces jeunes de rentrer sur le terrain et d'accomplir leur mission. Au niveau de la ville de Kara, ils vont contribuer au nettoyage de certains sites, enlèvement des dépotoirs sauvages, au curage des caniveaux. Ils vont aussi participer à la mise en place des espaces verts. Ils apportent leur contribution au développement de leur communauté, mais en retour, ils ont une allocation. En s'inscrivant dans le volontariat d'engagement citoyen, ceux qui ont été retenus ont bien conscience du travail qui leur est demandé. Ce programme a été installé dans le cadre, en premier lieu, de rendre propres nos villes, nos différents quartiers, et en secondo, de nous permettre, nous jeunes qui avions appris des petits travaux et qui n'ont pas eu la chance d'avoir des moyens pour nous installer. Avec ce projet, moi particulièrement, j'ai appris l'informatique et ça me permettra de m'installer. Cette activité me permettra d'avoir un revenu et qui me permettra de développer une activité que j'ai, disons moi-même, j'ai suivi une formation dans le placement des antennes paraboliques. Là, cet revenu me permettra d'ouvrir mon propre atelier et aussi engager aussi certaines personnes qui puissent m'aider dans ce travail et pour le développement de mon atelier. En les renvoyant à l'exercice de leurs tâches, le préfet de la COSA, le colonel Hemo Badiaou Bakali, a exhorté les nouveaux volontaires d'engagement citoyen à respecter le serment qu'ils ont prêté. C'est la deuxième vague que la ville de Kara accueille après celle qui a servi entre octobre 2016 et février 2017.
Cette interrogation à présent, comment conserver les légumes et les fruits sur une longue période, et c'est l'une des préoccupations des agriculteurs. L'Organisation islamique pour l'éducation des sciences et de la culture, ISESCO, veut justement les aider à y parvenir. Et pour ce faire, elle a réuni cette semaine des femmes pour les outiller sur les techniques de séchage des fruits et légumes. Fafa Dalmeda et Carmen Madjé Akakpo nous disent encore plus. Les légumes représentent une part importante de la production agricole au Togo. Leur commercialisation à l'échelle internationale se trouve souvent confrontée à certains problèmes car peu d'agriculteurs maîtrisent les techniques de conservation. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO veut donc venir en aide aux agriculteurs en les amenant à développer les meilleures techniques de conservation des fruits et légumes. À cette rencontre, une vingtaine de femmes des zones rurales du Togo reçoivent une formation sur les techniques de séchage des fruits et légumes. Si les femmes maîtrisent les techniques de séchage des fruits, nous aurons moins les gaspillages des produits et cela va booster la production et le revenu des femmes et des producteurs. Et cela encore peut créer des chaînes de valeur et contribuer aussi à la sécurisation des produits. Le séchage des fruits et légumes constitue une préoccupation pour le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, qui veut assurer une meilleure santé aux populations, comme le recommande l'OMS. L'ICAT soutient donc cette initiative. Ici, c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que les produits puissent perdre de l'eau de manière progressive pour ne pas dénaturer le produit. Lorsque vous prenez par exemple la tomate, par exemple, qui contient beaucoup d'eau, il va s'agir de pouvoir faire en sorte qu'il y ait le phénomène que nous appelons la dessiccation, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui absorbe de l'eau des produits, qui fait perdre de l'eau aux produits jusqu'à un taux d'humidité où les micro-organismes qui sont à l'origine de la pourriture ne peuvent plus se développer, ne peuvent plus se multiplier et donc le produit peut être conservé. La rencontre permettra à ces femmes d'être plus autonomes et de jouer leur partition dans le développement économique du Togo. Hors du Togo, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée intéresse de plus en plus les pays de la sous-région. Des exercices se multiplient en haute mer pour parer à toute éventualité. Et tout comme le Togo, la Côte d'Ivoire, mais aussi des moyens pour freiner les menaces maritimes dans le golfe de Guinée. Regardez. Ordinaire dans cette base de la marine d'Abidjan. Mais quelques heures plus tard, les préparatifs pour une opération d'envergure au large des côtes ivoiriennes. À bord du patrouilleur Sekongo, les marins vont porter assistance à un navire, un exercice grandeur nature dans le cadre d'une opération baptisée African Nemo. Objectif, faire face aux menaces sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, comme d'éventuels bâtiments en feu. Tout le panel de notre expérience, que ce soit de la reprise de bâtiments avec des pirates à bord. Ça peut être aussi intervenir sur un bateau qui a été attaqué par des pirates mais qui a été libéré. D'après le rapport d'une ONG américaine spécialisée dans le suivi des actes de piraterie, 95 incidents ont eu lieu en 2016 dans le golfe de Guinée, une hausse de 76% par rapport à 2015. D'où la poursuite de cette formation des marines africaines. Prochaine étape, au large des côtes sénégalaises. Sécurité encore sur le continent, la force du G5 se met en place progressivement pour lutter contre le terrorisme dans la région. Cette semaine, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, a effectué une tournée régionale auprès de ses pairs du G5 Sahel afin d'accélérer le processus d'opérationnalisation de cette force conjointe. Un nouvel acte quelques jours après avoir inauguré le QG de cette force conjointe. Vendredi, une réunion extraordinaire des ministres de la Défense de ces 5 pays s'est tenue à Bamako. Il était question de définir les opérations à mener dans le Sahel pour lutter contre les djihadistes, mais également sur le financement de la force conjointe dont les premiers bataillons doivent être opérationnels d'ici quelques semaines. Les précisions avec Augustin Kossi.
L'organisation sous-régionale de lutte contre le terrorisme G5 Sahel bientôt opérationnelle. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta mobilise ses pairs afin d'accélérer le processus d'opérationnalisation de la force conjointe. Quelques jours après avoir inauguré le QG de cette force, IBK ne compte visiblement pas attendre le soutien financier de la communauté internationale pour engager les troupes dans les zones de conflit. Il s'est rendu successivement au Tchad, au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie. Au cœur de ce balai diplomatique, l'activation de la force conjointe G5 Sahel, dont le processus a connu un coup d'accélérateur sur le terrain. L'inauguration de l'état-major à Sévaré au centre du Mali, une zone où les troupes terroristes continuent à mener des attaques meurtrières, l'arrivée des premiers équipements et matériels militaires ainsi que la présence effective des différents responsables militaires en charge des opérations. Tout est donc prêt pour accueillir les premiers bataillons en croix IBK. Les pays du G5 Sahel ont commencé à compter sur leurs propres moyens car, à ce jour, seule l'Union européenne a promis une enveloppe de 50 millions d'euros alors que le budget prévisionnel annuel est estimé à plus de 420 millions d'euros. La France a également promis une assistance financière de 8 millions d'euros en plus de matériel militaire. Chacun des 5 pays s'est engagé à débloquer 10 millions d'euros, un montant encore insuffisant. Même si beaucoup reste à faire avant de voir les troupes sahéliennes entrer en action, IBK, président en exercice du G5 Sahel, veut aller au concret. Le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie sont victimes et nullement responsables de ce qu'ils subissent. Si ces pays confrontaient davantage que la plupart des autres pays cédaient, l'Europe ne tarderait pas à en subir les conséquences des attaques terroristes. La force G5 Sahel serait alors d'une importance majeure pour les pays du Sahel, mais aussi pour les autres continents. Cette mini-tournée sous-régionale à la veille de la 72e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, prévue du 17 au 21 septembre prochain, est saluée de succès. En convoquant ses pairs à faire le déplacement de New York, IBK achève de lever quelques-unes des réticences qui demeurent par rapport au financement de la force conjointe. Et à la fin, cela pourrait donner mauvaise conscience aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qui rechignent encore à financer cette entité qui d'ailleurs se révèle un avant-poste de la lutte mondiale contre le terrorisme et l'extrémisme. Mais cela n'est pas toujours suffisant. En dépit des efforts déployés, il apparaît de plus en plus évident que le terrorisme, l'extrémisme religieux voire l'ethnicisme gagnent du terrain. La sécurité de l'Europe et des États-Unis se joue alors au Sahel. Elle se joue également dans toute la région. La guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent doit se mener au niveau de chaque État, de chaque ville et de chaque citoyen de la région. En bref, santé, sachez qu'en Afrique, le trafic de faux médicaments est un véritable fléau. Un phénomène d'une telle envergure est si rémunérateur qu'il est en passe de supplanter celui des stupéfiants selon des responsables sanitaires. Si bien que cette semaine, ce sont des professionnels de la pharmacie réunis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui ont tiré la sonnette d'alarme une fois encore. Ils ont scandé durant toute la rencontre le slogan « Les médicaments dans la rue, c'est la mort dans la rue ». Et puis une semaine après la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, à laquelle il n'a pas pris part, le maréchal Haftar a été reçu hier à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso, également président du comité de haut niveau de l'Union africaine. Protagoniste de la crise libyenne, le maréchal Haftar a indiqué qu'il soutenait la médiation de l'institution africaine au détriment de celle des Occidentaux qu'il qualifie d'intéressés. L'actualité au Togo, c'est également ce nouveau bâtiment scolaire qui trône au CEG de Sara dans la préfecture de Bassar. Il a été construit grâce à l'association des ressortissants de Sara dans le canton de Kabou et l'ONG appelle à l'orientation à l'islam et à la bienfaisance. Le bâtiment a été remis aux bénéficiaires il y a quelques jours. La correspondance sur place de Nestor Mozo. Comme bon nombre d'établissements scolaires, le CEG de Sara, dans le canton de Kabou, dans la préfecture de Bassar, est confronté au problème d'effectifs pléthoriques dans les classes.
S'étant aperçu de cette situation, l'association des ressortissants de Sara à Kabou a touché l'ONG AOIB, appel à l'orientation à l'islam et la bienfaisance, qui a financé la construction d'un nouveau bâtiment. Nous sommes une ONG islamique et dont la religion islamique qui nous exhorte de s'assister, assister son prochain lorsqu'il en a besoin. Et nous avons vu que nos frères jeunes de Kabou Sara ont besoin d'être accompagnés et être financés pour avoir des salles de classe pour pouvoir apprendre librement et sortir des cadres pour ce pays dans l'avenir. Au nouveau bâtiment s'ajoutent 4 de latrines. Le tout a coûté 17 millions de francs CFA. Les ouvrages viennent mettre les élèves et leurs enseignants dans de meilleures conditions de travail. Les élèves seront à l'aise, ils seront assis à deux, les rangées seront séparées par des allées. L'aération qui vient mettre à l'aise et les apprenants et les enseignants vient également renforcer la pratique pédagogique en ce sens que les enseignants auront le temps de circuler librement dans les rangées et de suivre individuellement chacun des apprenants. Le ministre en charge des infrastructures qui a réceptionné les ouvrages a témoigné la reconnaissance du gouvernement à l'ONG AOIB pour sa constante sollicitude envers les zones et les couches défavorisées du pays. Il a exhorté la population de Sara à faire un bon usage de ces ouvrages. Au cours de cette cérémonie de réception du nouveau bâtiment au CEI de Sara, les meilleurs élèves de la localité au CPD et au BPC ont reçu des prix d'encouragement. Du 27 au 30 septembre prochain, la population d'Agou-Gadiépé va accueillir le premier salon dénommé Idées de femmes. Il s'agit d'un événement qui va regrouper les femmes entrepreneurs autour du thème « Valorisons l'entrepreneuriat féminin par l'intelligence économique pour l'émergence ». Les femmes de ce salon vont donc présenter les différents produits de leurs entreprises. Une conférence annonciatrice de l'événement a été organisée cette semaine à cet effet. Le compte rendu avec Serge Tastom et Sonia Aminiko. Voici quelques échantillons des produits locaux transformés et autres articles fabriqués des mains des femmes entrepreneurs togolaises. Ces produits et plein d'autres seront au rendez-vous du salon Idées de femmes à Agou-Gadiépé du 27 au 30 septembre prochain. Ça, c'est du beurre de karité travaillé sur le feu et ça hydrate la peau. Ça, c'est du tapioca. C'est à base de manioc séché. On trempe ça quelques minutes dans l'eau et on ajoute du sucre, du lait qu'on boit sous forme de farine de lait. Des sacs qui sont fabriqués avec des nattes. Bon, vous pouvez tout mettre dedans. Vous avez quelque chose à emporter, vous l'utilisez. Ça remplace les sachets plastiques. Ceci, c'est un truc qu'on peut toutefois laver après usage. Le salon Idées de femmes est une plateforme d'exposition et vente, de partage d'expériences et savoir-faire, de rencontres entre producteurs, transformateurs et instituts de microfinance. Une occasion à travers laquelle la femme est mise en exergue pour valoriser ses talents dans le secteur de l'entrepreneuriat. Sur le terrain, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui ont de grandes visions à réduire le chômage au Togo, à apporter la valeur ajoutée. Au sortir de ce salon, le changement que nous allons apporter, c'est l'intelligence économique. Vous allez voir beaucoup de projets qui vont tourner des idées simples, mais qui sont à valoriser, qui vont drainer beaucoup de fonds, beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup de partenaires développeurs vers le Togo. L'événement est à sa première édition placée sous le thème « Valorisons l'entrepreneuriat féminin par l'intelligence économique pour l'émergence ». La femme au centre de ce salon est une volonté des initiateurs de freiner la pauvreté par la dépendance économique de la femme entrepreneur. Des distinctions seront remises aux femmes porteuses de grands projets innovateurs. Direction maintenant la région des Plateaux pour découvrir la grotte du Bois, qui est un site qui rappelle l'histoire de la guerre des Ashantis contre les peuples Ewe en 1907.
fête. Ce lieu autrefois mystique est devenu aujourd'hui un site touristique ouvert au public, surtout à l'occasion des grandes cérémonies traditionnelles dans la région. À l'occasion de la fête Gbagba célébrée récemment, Ekwe Salah a visité cette grotte pour nous. Suivez le guide. Une grotte mystique creusée dans le flanc de la montagne d'Agou. On l'appelle la grotte du Boa. Ce lieu antique rappelle la guerre des Ashanti contre les peuples de la région orientale. Le paysage, autrefois habité par un arc-en-ciel et des bois géants, constitue en amont la source de deux rivières sacrées, Akama et Alabassi. Des rivières qui servent à ce jour pour des rituels lors des grandes cérémonies traditionnelles de la région. C'était en 1907 qu'il y a la guerre entre les Ashanti et les Evé. Le chef traditionnel est parti se cacher dans la forêt, une forêt sacrée entre la rivière Aka et Alabassi. C'est là où notre bois, il y a un bois sous la pierre. C'est le bois là qui vomit tout et enterre les gens. Les gens sont enterrés là-bas. Ceux qui ne sont pas enterrés, qui sont forts, sont morts par le poison à la place publique. Pour accéder à cette grotte haute et perchée, c'est un véritable sport grandeur nature. Et lorsqu'on y arrive, quelle découverte! Des rochers impressionnants, des statues taillées, des jaillissements d'eau qui donnent un aspect singulier, spirituel, culturel et touristique à la grotte. Depuis 2013, l'accès à ce site est rendu possible au public. La grotte du Boa est aujourd'hui un véritable lieu touristique ouvert aux curieux de tous les horizons, surtout lors des manifestations traditionnelles et socioculturelles de la région. Avis donc aux touristes. Le Club des Amis des plages et océans, en collaboration avec l'Union européenne et l'ambassade des États-Unis au Togo, a organisé hier samedi à Lomé une opération dénommée Beach Cleaning. Cette activité s'inscrit dans son programme de dépollution des plages du Togo par les actions citoyennes concertée. Et cette action est justement appuyée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Le compte rendu de l'opération avec Diane Menlekib et Sonia Aminiko. Selon les Nations Unies, 90% du commerce mondial se fait par voie maritime. 95% des télécommunications transitent par les câbles sous-marins. La pêche, quant à elle, assure 15% de la consommation annuelle. Autant de services que les mers et océans rendent à l'humanité. Cependant, les actions de l'homme sur ces ressources naturelles contribuent à leur dégradation au fil des années. Fort de ce constat, une synergie d'action de tous les acteurs devient un impératif pour freiner le phénomène. Le Club des Amis des plages et des océans, pour sa part, apporte sa contribution à travers cette opération dénommée Beach Cleaning. Les ressources marines sont handicapés par cette pollution visuelle que nous constatons. La santé des populations, de ceux qui sont en bordure de mer est gravement menacée. Et vous voyez les maladies qui s'accumulent de plus en plus. Et nous avons voulu faire une manifestation au niveau de notre pays pour encore amener les consciences des populations à ce que les plages et les zones côtières puissent garder leur propriété. L'initiative est soutenue par plusieurs organisations de la société civile, des ministères, organismes internationaux et institutions qui se sont joints à l'opération. Ici au Togo et comme aux États-Unis, dans tous les pays du monde, on voit que les problèmes comme l'environnement sont très compliqués et ça demande une approche conjointe. On ne peut pas attendre le gouvernement de maintenir l'environnement. C'est un effort de tout le monde. Je suis très fier d'être ici, de soutenir ces jeunes Togolais.
Le représentant du ministre de l'Environnement a salué l'initiative et invité chacun des acteurs à s'impliquer davantage pour que la lutte contre la pollution de l'environnement soit effective. Cette action s'inscrit dans le cadre de la tenue prochaine de la conférence sur les océans à Malte. Et voilà, c'est sur cette opération citoyenne que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Adolphe Paca vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.